Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau panorama de la semaine où on va évidemment parler de la situation au Proche-Orient, du budget et du budget de la sécurité sociale qu'on continue d'étudier au Parlement. Nous allons parler de la niche RN et de mon voyage, de mon déplacement en Italie avec le planning familial. Générique. Alors évidemment, je veux commencer par la décision inédite qui a été prise par la Knesset, le Parlement israélien, jamais vue dans l'histoire, qui a interdit à l'UNRWA, donc l'agence de l'ONU sur les réfugiés palestiniens, d'intervenir et d'agir à la fois à Gaza, en Cisjordanie, mais aussi à Jérusalem. C'est une décision qui est sans précédent et qui est extrêmement grave. Pourquoi? Parce que l'UNRWA, donc cette agence onusienne, s'occupe depuis 75 ans des réfugiés palestiniens, dans les camps de réfugiés palestiniens, que ça soit au Liban, en Jordanie, à l'extérieur, donc tous les Palestiniens qui ont été obligés de fuir en dehors du territoire de la Palestine et d'Israël, mais aussi dans la bande de Gaza. En Cisjordanie, il gère les écoles, les centres de santé. Et donc, c'est une catastrophe, évidemment pour la Cisjordanie, mais encore plus à Gaza, où, je le rappelle, la partie nord de Gaza est toujours assiégée avec 400 000 personnes qui s'y trouvent, sans aucune goutte d'eau qui n'arrive jusqu'au nord de Gaza, sans aucune nourriture qui arrive jusqu'au nord de Gaza, et avec, en quelque sorte, du coup, une condamnation à mort qui se fait de la part de Netanyahou et de son gouvernement d'extrême droite, puisque l'UNRWA portait assistance aux réfugiés palestiniens et aux Palestiniens de Gaza. Et donc, ça veut dire que d'ores et déjà, il n'y a plus de sécurité civile dans Gaza Nord. Ça veut dire que lorsqu'il y a eu des bombardements, comme il y a eu en début de semaine, où il y a eu encore 95 Palestiniens qui ont été tués dans un seul bombardement, eh bien, les corps restent là où ils sont, restent dans les débris, avec des gens qui essayent de se débrouiller comme ils peuvent. Ça veut dire, lorsque l'on parle du nord de Gaza, qui est là aussi complètement assiégé, où les gens sont pris au piège, des enfants qui n'auront pas leur deuxième dose de vaccination de la polio, alors que la polio a refait surface à Gaza, ce qui est évidemment une catastrophe. Et pour que vous compreniez bien, l'UNRWA, c'est 18 000 salariés, 18 000 employés, dont 13 000 sont des enseignants et dont 1 500 sont des personnels de santé. Donc c'est évidemment une catastrophe, au point que l'UNICEF dit que cette décision équivaut à donner un nouveau moyen à Netanyahou pour tuer encore plus d'enfants. C'est une décision qui a été critiquée dans le monde entier, qui est vraiment une décision extrêmement grave et qui va condamner à la mort beaucoup des Palestiniens, condamner à l'abandon des populations qui sont déjà victimes d'un génocide et de choses extrêmement graves. Donc vraiment, la décision qui a été prise de sortir l'UNRWA, alors que, je le rappelle, Netanyahou avait déjà fait des accusations très graves contre les salariés de l'UNRWA, puisqu'il avait accusé à l'époque, en janvier 2024, des salariés, plusieurs salariés de l'UNRWA, d'avoir participé aux crimes de guerre commis par le Hamas. Or, lorsque une enquête indépendante avait été faite par l'ONU, c'est l'ancienne ministre des Affaires étrangères française, Colonna, qui l'avait conduite et qui avait dit, je vous cite ce qu'elle avait dit à l'époque, « Israël n'a pas apporté de preuves sur des salariés de l'UNRWA qui auraient commis un acte terroriste lors du 7 octobre dernier ». Et elle avait dit « L'action de l'UNRWA est irremplaçable et indispensable ». Eh bien, c'est cette action aujourd'hui qu'il propose d'enlever, ce qui est évidemment dramatique. Et donc, la France doit impérativement lever la voix pour enfin mettre en place les sanctions, la reconnaissance de l'État de Palestine, la suspension de l'accord d'association que nous demandons depuis maintenant extrêmement longtemps. Donc, la situation est en train de prendre encore un tournant encore plus grave. Et Francesca Albanese, qui est la rapporteure spéciale de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, a fait une intervention que je vous invite à regarder, qui est extrêmement poignante, qui se retrouve à l'ONU et qui dit depuis 1 an, vous tenez évidemment à chaque fois les mêmes discours. Les mêmes discours, c'est de dire que nous ne demandons pas la libération des otages, ce qui est faux, que nous ne condamnons pas les actes terroristes commis par le Hamas, ce qui est faux, mais qui n'ont jamais aucune empathie pour les Palestiniens, qui les déshumanisent au point que l'empathie, qui est la seule chose qui nous unit et qui permet que nous fassions humanité commune, eh bien, même ça, ils n'arrivent pas à dire un seul mot sur cette question-là. Et donc, elle pointe encore une fois le fait que, heureusement qu'il y a une jeunesse qui, partout dans le monde, se mobilise,
pas seulement dans les pays dits du Sud, mais partout dans le monde qui se soulèvent et se mobilisent en soutien au peuple palestinien et au peuple libanais. Et je veux juste dire félicitations et vraiment bravo aux étudiants de Sciences Po Strasbourg qui sont les premiers à avoir réussi à faire en sorte que Sciences Po Strasbourg arrête son partenariat avec une université israélienne. Ça fait partie aussi des sanctions et c'est surtout une victoire hautement symbolique qui montre que la jeune génération, elle, n'accepte pas qu'on lui enseigne la question du droit international, la question des droits humains lorsqu'ils sont en cours et qui ensuite, à qui on refuse le droit à la réunion pour faire en sorte de rendre hommage et de demander l'arrêt et le cessez-le-feu des crimes de guerre et du génocide commis contre le peuple palestinien et de l'extension de la guerre contre le peuple libanais et qui montre que les mobilisations payent. Donc il faut impérativement continuer, d'autant qu'un dernier chiffre est sorti sur la généralisation de la guerre qui continue au Liban avec les bombardements, avec l'UNICEF qui a sorti ce chiffre terrifiant. Au moins un enfant a été tué chaque jour depuis le 4 octobre au Liban. Donc il faut impérativement continuer à porter la voix de la paix et la voix du droit international. Je le dis d'autant plus que la France s'est illustrée, en plus de condamner des choses, la France s'est illustrée par une phrase qui est honteuse et qui est indigne pour notre pays, puisque le Quai d'Orsay a expliqué que Monsieur Smotrich, qui est le ministre des Finances israélien, qui explique qu'il est moral et justifié de faire mourir 2 millions de Gazaouis de faim et de soif, eh bien, est invité à un gala le 13 novembre, je vous en avais déjà parlé, et la France a dit que Monsieur Smotrich était tout à fait bienvenu en France pour participer à un gala à Paris. Nous continuons de dire qu'il est inacceptable qu'un gala qui célèbre un génocide puisse se tenir à Paris en présence d'un ministre de Netanyahou qui continue le génocide. Et puis vous aurez remarqué que Emmanuel Macron à la conférence sur le Liban, puisque à force de gesticuler, de rien faire, il faut bien qu'il fasse des choses. Donc il a fait une conférence sur le Liban qui n'a rien changé, dans lequel il a dit cette phrase: je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie. Eh bien, le résultat a été que, comme à chaque fois que quelqu'un a dit quelque chose, même lorsqu'il n'agit pas, parce que c'est quand même incroyable, Macron dit des phrases mais n'agit jamais, ça fait plus d'1 an qu'il nous parle de cessez-le-feu, ça fait plus de 8 mois qu'il dit que la reconnaissance de l'État de Palestine n'est pas un tabou, et depuis rien n'est arrivé. Eh bien, tout le monde lui est tombé dessus, en commençant par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui a dit: je ne comprends pas pourquoi est-ce que il parle de barbarie, probablement qu'un génocide n'est pas une barbarie. Et évidemment, le CRIF a fait un communiqué où, là encore, comme d'habitude, est accusé d'antisémitisme le président de la République pour avoir juste critiqué, et encore très mollement et sans faire là aussi aucune action, la politique qui est menée par le gouvernement de Netanyahou. Donc nous sommes dans un moment où même les soutiens inconditionnels, même ce que fait Emmanuel Macron, c'est trop. Donc il faut continuer à pousser le plus possible, d'autant que c'est évidemment un des enjeux très forts qui se cache aussi derrière l'élection aux États-Unis. Et il y a des points d'appui très forts, puisque vous lirez un article de l'historien israélien Amos Goldberg qui a sorti un article dont le titre est « Ce qui se passe à Gaza est un génocide car Gaza n'existe plus ». Et il dit que Israël, son pays, surréagit de manière criminelle. Donc non, ce n'est pas de l'antisémitisme, loin de là. C'est justement la défense de notre humanité commune. Et il faut continuer tant que nous n'aurons pas obtenu gain de cause. En tout cas, il faut continuer plus que jamais, parce que cette décision sur l'UNRWA est encore une fois extrêmement, extrêmement préoccupante pour la suite et pour le peuple palestinien. Ensuite, la deuxième chose dont je voulais vous parler, pour revenir plus à une actualité nationale, c'est ce qui nous occupe à l'Assemblée nationale jour et nuit, c'est-à-dire l'examen du budget. On a commencé la partie 1 du budget, c'est-à-dire la partie où on cherche des recettes pour faire rentrer dans les caisses de l'État. Et puis, on a commencé le début du PLFSS, c'est-à-dire du budget de la sécurité sociale, qui est le plus gros budget de la France. Alors, d'abord, ce qui est notable, c'est que nous avons fait adopter beaucoup d'amendements, qui fait que le budget aujourd'hui, à la fois le budget de l'État et le budget de la sécurité sociale, ressemble plutôt à un budget comme l'aurait fait le nouveau Front populaire. Puisque dans le budget, on a gagné des choses comme la taxe sur les super profits, la taxe sur les super dividendes, une taxe sur les patrimoines les plus hauts au-dessus de 1 milliard, etc., etc., qui font qu'on a déjà récupéré à peu près 25 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Et la dernière fois en commission, c'est ce qu'on va refaire encore quand on va continuer l'examen, on avait récupéré 60 milliards de recettes
Ça tombe bien, c'est ce qu'ils veulent faire comme économie, sauf que nous, on a été chercher dans les poches des plus riches et des multinationales, quand eux vont chercher dans les poches de tout le monde, et surtout des plus pauvres et des plus précaires, et des jeunes, des malades, des privés d'emploi, etc. Donc, nous avons complètement inversé leur logique. Et du coup, à la fin, généralement, ils votent contre leur propre budget, ce qui est quand même incroyable. Mais surtout, il se passe quelque chose qui montre la désagrégation, à quel point Emmanuel Macron et la Macronie est finie. C'est que les députés macronistes ne siègent pas sur les bancs. Et normalement, lorsque vous avez un budget qui est présenté par le gouvernement, vous avez des députés qui sont là en appui et qui viennent appuyer le gouvernement, répondre aux arguments que donne l'opposition, expliquer pourquoi ils ne soutiennent pas cet amendement, essayer de battre les amendements des oppositions. Eh bien non, là, ils ne sont pas sur les bancs, au point que parfois, il y a des amendements qui sont déposés par la Macronie qui comptent, lorsqu'il y a des scrutins publics, 14 votes. Ça veut dire qu'ils sont 14 si on prend les macronistes, les 3 groupes macronistes et les groupes de la droite républicaine. Donc ils sont 14 en tout et pour tout soutien du gouvernement. Tout le reste, c'est des gens qui sont opposés au gouvernement. Pas tout à fait tout le reste, puisque en fait, c'est le nouveau Front populaire qui s'oppose au gouvernement et qui fait adopter des victoires pour faire rentrer de nouveau de l'argent dans les caisses de l'État, tous les cadeaux qu'ils ont donnés aux plus riches et aux multinationales, et faire en sorte qu'ensuite on puisse les dépenser pour servir et pour répondre aux besoins du peuple français. Mais je dis pas tous parce que le Rassemblement national a siégé, moins que nous, ils étaient moins nombreux, mais le Rassemblement national a siégé et c'est eux qui à chaque fois sauvaient Barnier et son budget. C'est eux qui, à chaque fois, s'opposaient à certains de nos amendements. Par exemple, ils ont voté avec les macronistes, qui étaient donc 14, donc c'est eux qui ont fait basculer le vote, contre le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, sous toutes les formes que nous avons présentées. Ils se sont abstenus sur le fait de pérenniser le système pour faire cotiser un peu plus les plus riches, qui étaient déjà tellement réduits que proposaient les macronistes, qui devaient être exceptionnels, etc. Donc, à chaque fois, ce sont eux qui ont été sauvés le gouvernement. Alors, je vous raconte pas les débats. On nous explique qu'on est anticapitaliste, c'est bien, ils commencent à comprendre. On nous explique qu'on cherche à appauvrir les milliardaires, les pauvres chéris, vous comprenez, comme ils n'ont fait que doubler leur fortune et leur patrimoine depuis 2017, depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Eh bien, lorsqu'on est milliardaire et qu'on double son patrimoine, vous comprenez que c'est très grave pour eux. Je vous laisse imaginer si depuis 2017, votre compte en banque avait doublé et que vous étiez dans les 500 plus riches de France, s'il fallait, oui ou non, vous plaindre, eh bien, c'est à peu près ça qui arrive. Et donc, le Rassemblement national est là uniquement pour faire en sorte de défendre le gouvernement Barnier et donc défendre et continuer la politique des plus riches. Et on le voit sur beaucoup de votes où, en fait, comme nous le disons depuis très longtemps, le Rassemblement national a la même politique économique que la Macronie et donc se retrouve avec des amendements qu'ils essayent de nous bloquer. Alors nous, la solution pour nous, c'est d'être plus nombreux côté Nouveau Front populaire, puisque comme nous avons gagné la majorité relative, eh bien lorsque nous siégeons bien, eh bien nous arrivons à la fois faire battre les amendements du Rassemblement national, mais surtout à faire adopter les nôtres, et c'est ce que nous avons fait avec des grandes victoires. Alors non seulement on a fait rentrer de l'argent, mais on a par exemple supprimé la taxe sur l'électricité supplémentaire qu'ils veulent mettre alors que les factures ont déjà explosé pour les Français et les Françaises. Et puis, on a gagné des amendements comme 0% de TVA sur les produits alimentaires de l'outre-mer, des choses qui donnent un peu d'air alors que la situation est dramatique partout. Pour vous dire à quel point c'est ridicule, il y a quand même un député du Rassemblement national, on parlait de l'Office français de la biodiversité, qui a lu un amendement, alors que tout le monde lui avait dit 3 fois, hein. Il a lu un amendement qui était en fait notre amendement, qui demandait à ce qu'on augmente les crédits de l'Office français à la biodiversité, alors qu'un rapporteur RN avait expliqué qu'il voulait les baisser au groupe du Rassemblement national et de l'extrême droite. Et il a lu tout l'amendement en pensant que c'était le sien parce qu'il comprenait rien à ce qu'il était en train de dire, notamment jusqu'à les députés LFI, Nouveau Front populaire, soutiennent l'augmentation des crédits de l'Office français de la biodiversité. Et il n'a pas compris qu'il n'était pas du tout en train de lire son amendement parce qu'il s'est juste trompé d'amendement. Pour vous dire le niveau des débats de l'extrême droite, en plus d'aider évidemment les macronistes. Bon, du coup, 2 choses. Pareil, on a fait la même chose en projet de loi de financement de la sécurité sociale où là aussi on est en train de on a récupéré 15 milliards, en fait même 20 milliards. Et comme les macronistes veulent faire 15 milliards d'économies, ça laisse 5 milliards pour l'hôpital public, ce qui est très bien. Donc maintenant on regarde pour les dépenser. Alors en commission, on a
enlever ce qu'il voulait faire sur le fait d'indexer plus tard les retraites, ce qui faisait perdre en moyenne 150 € par retraité. Mais là, on va bientôt arriver dans la partie dépenses et alors on gagne des choses intéressantes. Par exemple, en commission, on a supprimé les 4000 postes d'enseignants qu'ils voulaient supprimer dans le budget de l'année prochaine. Donc ça n'existe plus, on garde les 4000 postes d'enseignants. On a trouvé 7 milliards pour l'éducation nationale, ce qui n'est pas du luxe vu le niveau dans lequel ils ont mis l'école publique. On a voté la gratuité totale de l'école et de la cantine pour l'année prochaine. On a voté le repas du Crous à 1 € pour tous, 3 milliards pour le ferroviaire, etc., etc. Donc nous sommes en train d'emporter des victoires partout et vous comprenez mieux maintenant pourquoi un article est paru pour expliquer les liens entre Bernard Arnault, Sarkozy et Macron et qui disait surtout il faut à tout prix empêcher un Premier ministre de gauche parce que c'est ce que nous aurions fait si nous étions au pouvoir et nous continuons de dire que Barnier est un Premier ministre et un gouvernement illégitime sans aucune légitimité démocratique. Donc on continue ce combat-là sur le budget qui va continuer encore pendant plusieurs semaines, sachant que ils essayent de faire tout pour que il n'y ait pas de discussion démocratique. Et d'habitude, ils nous mettaient le 49.3 très tôt. Bon, bah là, comme ils nous mettent le 49.3 probablement plus tard, puisqu'ils n'ont pas de majorité, ils seront obligés. Mais du coup, ça fait qu'on monte toutes les victoires que nous avons avec la majorité de l'hémicycle. Je le rappelle, preuve qu'on peut faire tout autrement. Ça permet d'aller sur un point qui me tient très à cœur, c'est que il est plus que jamais urgent de changer et de rompre avec la politique de malheur d'Emmanuel Macron. Heureusement qu'ils sont en train de s'effondrer parce que quand vous regardez les dernières actualités, c'est catastrophique. Vendredi, c'est le début de la trêve hivernale. Donc à partir de là, pendant un temps, on ne peut plus procéder à des expulsions. Du coup, ce que font les pouvoirs publics, c'est qu'ils font des expulsions juste avant la trêve hivernale, moment où ils ne pourront plus le faire. Et depuis des années, il y a des attaques régulières contre la trêve hivernale pour faire en sorte qu'elle soit supprimée. La réalité sur les expulsions locatives dans ce pays, c'est que depuis 20 ans, il y a eu une augmentation des expulsions de locatives de plus 150%. Plus 150%. Donc on est sur une explosion du nombre d'expulsions. Et pire de tout, le collectif des morts de la rue, qui chaque année fait les comptes, et c'est l'honneur de notre pays que des hommes et des femmes fassent les comptes, mais surtout essayent de récolter les noms, les âges, pour que ces personnes ne soient pas tombées dans l'oubli, dans une indifférence totale. Dénombre chaque année le nombre de morts de personnes sans abri qui meurent de la rue. Eh bien, cette année, c'est 735 personnes sans abri qui sont mortes de la rue. Pour vous donner une idée, l'année dernière, qui était déjà un chiffre très élevé, il y avait 624 personnes recensées. On sait que le collectif des morts de la rue fait un travail exceptionnel, mais qu'il ne recense pas tout le monde. Donc, c'est au moins 735 personnes. Donc, c'est probablement plus. Et je rappelle que nous avons un président de la République qui avait dit en juillet 2017, d'ici à la fin de l'année, fin 2017, plus personne ne dormira à la rue. La réalité, c'est que les politiques qu'ils mènent sont des politiques criminelles, sont des politiques qui tuent parce qu'on meurt de la rue, on meurt de l'inaction gouvernementale à faire que tout le monde n'ait pas un toit, ce qui est un droit. Et je rappelle que nous sommes la 7e puissance économique au monde et que lorsque l'on parle de 735 personnes qui sont mortes de la rue, eh bien, c'est d'une indignité totale pour le pays aussi riche que nous sommes. De même, lorsque vous regardez ce qui se passe sur l'hôpital public, ou sur l'hôpital public, je vous redonne les chiffres qu'avait donné un syndicat, qui est le syndicat SAMU Urgence France, qui avait compté en décembre 2022, qui avait dénombré 150 morts faute de soins et de moyens, notamment avec régulièrement, depuis des années, nous entendons des gens qui soit attendent des heures sur des brancards, soit même meurent sur des brancards dans notre pays. Eh bien, on vient d'apprendre qu'en plus d'avoir 2 soignants sur 3 déjà en burn-out, en plus d'avoir des millions de Français qui renoncent à se soigner, 1 sur 2 des Français interrogés disent qu'ils ont déjà renoncé à se soigner, eh bien, nous avons les nouveaux chiffres pour 2023. Il va y avoir de nouveau 4900 lits supprimés en hôpitaux et fermés en hôpitaux, alors que depuis 2013, on compte 45 000 lits qui ont été supprimés dans notre pays. Donc, encore plus, à un rythme encore plus élevé que ce qu'il y avait avant le Covid. Ceci est là aussi dramatique. Et dans le PLFSS, maintenant que nous avons trouvé des ressources, nous redonnerons les moyens à l'hôpital public de soigner correctement et dignement les gens, ainsi que d'avoir, pour le coup, des conditions dignes pour les soignants qui y travaillent. Et je disais, il est d'autant plus urgent de rompre avec ce monde de malheur qu'il faut regarder ce qui arrive actuellement en Espagne. En Espagne, vous avez un bilan de 95 morts et on sait, le gouvernement le dit lui-même, que c'est un bilan qui va encore s'aggraver, avec des inondations monstrueuses, puisque c'est ce qu'on appelle les inondations du siècle. En quelques heures, il a plu l'équivalent d'une année
de précipitations en Espagne avec, bon, du coup, tout qui a été coupé, que ça soit les ponts, les routes, des secours complètement débordés. Il y a plus de 150 000 personnes qui sont privées d'électricité et de nombreuses victimes qui sont à déplorer. Alors, le phénomène qui a amené à ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la goutte froide, qui est un phénomène qu'on connaît bien en météorologie, qui est un peu long à expliquer, mais vous pouvez lire les explications, notamment sur Reporter, à plein d'endroits, ils expliquent la manière dont ça s'est déroulé pour expliquer pourquoi il y a eu des précipitations d'une année en seulement quelques heures, et qui expliquent l'ampleur de la catastrophe qu'on est en train de voir, qui est un phénomène qui n'est pas uniquement lié au dérèglement climatique, mais qui joue un rôle de catalyseur, le fait d'avoir un dérèglement climatique. Et nous savons que les phénomènes climatiques extrêmes vont se multiplier dans les années qui viennent, et que donc ce type de catastrophe, que ce soit par des tempêtes, que ce soit par des pluies diluviennes et intenses, vont se multiplier. Et en fait, ce que nous voyons devant nous, ce n'est pas une catastrophe climatique extrême, c'est la catastrophe d'une inaction politique depuis plus d'un demi-siècle. C'est une catastrophe politique qui refuse de faire des politiques d'atténuation du dérèglement climatique, et donc de changer et de faire bifurquer nos modes de production et de consommation, et aussi d'échec ou d'absence totale de politique d'adaptation au dérèglement climatique. Donc évidemment, je veux apporter tout mon soutien au peuple espagnol qui est durement frappé par cette catastrophe, avec un deuil national de 3 jours qui a été décidé en Espagne, et surtout dire qu'il ne suffit pas de pleurer à chaudes larmes lorsque des catastrophes telles que celle-ci se produisent. Il faut maintenant agir politiquement, et pour agir politiquement, il faut commencer par censurer Barnier et dégager Macron, destituer Macron. C'est en tout cas ce que nous continuons de faire. Alors pendant ce temps-là, le Rassemblement national a sa niche parlementaire. Vous savez, celle dont on nous parle depuis des mois et des mois pour nous expliquer que ça sera le moment où nous allons abroger la réforme de la retraite. Alors, allez-vous voter, Madame Panot, ou n'allez-vous pas voter? Bon, voilà, l'extrême droite qui fait l'actualité régulièrement. Donc, il devait être un grand moment dans notre hémicycle, et qui se retrouve être une immense débâcle du Rassemblement national. Je vous raconte. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la loi en commission a été complètement vidée de sa substance. Le résultat, la loi qui arrive en hémicycle, c'est une loi dans laquelle il y a un rapport sur la natalité, un rapport sur le cycle des pensions, le niveau des pensions selon le cycle de vie, des rapports qui en plus pour certains ont été rédigés et qui sont des amendements présentés par Prisca Thévenot, ancienne porte-parole du gouvernement, ancienne ministre macroniste. Enfin bon, bref, donc à la fin, dans leur loi, il n'y a que des rapports qui sont gentiment demandés au gouvernement, c'est-à-dire absolument rien. Il n'y a rien dans cette loi qui permet l'abrogation de la réforme de la retraite. Alors, comme les articles ont été supprimés, le Rassemblement national a essayé de faire des amendements pour rétablir les articles, et donc qu'il puisse y avoir un vote sur à la fois l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans, mais aussi l'abrogation de la réforme Touraine sur les annuités. Et Yael Braun-Pivet, fidèle à elle-même et à son autoritarisme, a déclaré irrecevables ces amendements. Donc, ils n'ont pas pu être discutés. Alors, évidemment, nous ne sommes pas d'accord, pour qui que ça soit fait, que ce soit pour l'IOT, le RN, pour nous, pour qu'on déclare irrecevable des amendements sur l'abrogation de 2 ans de vie volés aux Français. Mais je dis au Rassemblement national que ce sont de gros hypocrites. Parce que le Rassemblement national devrait donc, et doit donc maintenant assumer devant les Français, que la manière d'abroger la réforme des retraites, ça passe d'abord par la censure du gouvernement Barnier qu'ils ont refusé de voter, et par la destitution de Macron, où là ils n'ont même pas refusé de la voter, ils ont voté contre la destitution de Macron alors qu'il est le premier responsable du vol de 2 ans de vie du peuple français. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que ce sont des gros menteurs. Parce que s'ils voulaient vraiment abroger la réforme de la retraite, nous avons eu plusieurs votes en commission, que ce soit en budget de la sécurité sociale, mais surtout nous avons eu le premier vote en hémicycle, et ce n'était pas dans la niche du Rassemblement national, c'était en budget de la sécurité sociale, et qu'ont fait le Rassemblement national, Marine Le Pen et ses amis, eh bien ils ont voté contre l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans, main dans la main avec les macronistes, preuve qu'ils ne veulent absolument pas. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans les débats, Marine Le Pen nous a expliqué être pour la retraite à 66 ans, donc je ne vois pas pourquoi elle veut abroger la réforme de la retraite à 64 ans, qu'elle était d'accord avec la retraite par capitalisation, donc de donner une partie de l'argent des retraites qui est un gros magot sur lequel lorgnent depuis des années des fonds de pension. C'est pour ça qu'ils avaient voulu faire la retraite à points à des banques et à des fonds de pension, ce qui est évidemment hors de question. Et puis surtout, ils nous ont expliqué, et ça c'est une des choses principales,
que la solution pour eux sur les retraites, c'est la natalité. Alors, il se trouve que moi, je reviens de 3 jours en Italie où j'étais avec la présidente du planning familial, Sarah Durocher, pour parler de la constitutionnalisation, de l'entrée dans la Constitution du droit à l'avortement que nous avons gagné le 4 mars 2024. Évidemment pour parler de ça, et puis pour du coup discuter avec différents acteurs. Donc on a vu beaucoup d'associations, on a vu des parlementaires engagés de gauche qui luttent sur la question du droit à l'avortement. Parce que, et c'est intéressant, vous allez comprendre pourquoi je fais un lien. Il se trouve que Madame Meloni, qui est à la tête de l'Italie et qui est d'extrême droite, qui est une amie très forte de Jordan Bardella notamment, alliée de Madame Le Pen, etc., Madame Meloni a dit « Je ne toucherai pas à la loi sur l'avortement ». La loi sur l'avortement s'appelle loi 194 en Italie. « Je ne toucherai pas à la loi sur l'avortement ». Et c'est vrai, elle n'a pas touché à la loi sur l'avortement. Par contre, elle a fait autrement. D'abord, elle a fait en sorte que les antidroits puissent rentrer dans les centres de planning, là où on fait les avortements, et donc que des personnes, des antidroits, sont directement financées dans des centres et viennent désinformer, essayer de décourager des femmes qui souhaitent mettre fin à une grossesse non désirée, ce qui est évidemment extrêmement violent. Ensuite, sous Madame Meloni en Italie, vous avez des régions entières où vous avez 90% des soignants, des gynécologues, des médecins qui se déclarent objecteurs de conscience et qui donc refusent de faire les avortements. Ce qui fait que l'avortement reste autorisé, mais vous n'avez plus personne pour le réaliser. Et donc, vous avez soit des femmes qui doivent continuer de garder une grossesse non désirée, soit des femmes qui doivent faire des centaines de kilomètres pour aller dans une autre région, voire pour aller même à l'étranger pour pouvoir réaliser un avortement, ce qui est évidemment extrêmement grave. Et puis, j'ai appris quelque chose en Italie que je trouve assez incroyable, c'est que les antidroits récupèrent les produits issus d'une IVG et font ce qu'ils appellent des cimetières de fœtus. Donc, à l'insu des personnes, hein, donc sans demander l'autorisation aux femmes, ils font des cimetières sur lesquels ils mettent des petites croix et sur les croix, ils notent le nom de la femme qui a avorté. Et donc, vous avez par exemple une femme qui a découvert que son nom était sur une petite croix dans un cimetière de fœtus. Voilà ce que font les anti-choix, les anti-droits, pour essayer de faire croire que les femmes qui avortent seraient des femmes meurtrières, que ce serait, comme le disent certains députés du Rassemblement national, un meurtre, un génocide, etc. Et qui fait qu'aujourd'hui, l'avortement est un droit extrêmement entravé, alors que nous savons qu'une femme qui souhaite avorter, qui souhaite mettre fin à une grossesse non désirée, avortera quoi qu'il se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous empêchez l'avortement? Eh bien, on le sait très bien. C'est l'exemple polonais où 6 femmes sont mortes depuis la quasi-interdiction de l'avortement. C'est des violences qui sont faites aux femmes, comme en Hongrie, et d'ailleurs en Italie aussi, où on oblige les femmes à écouter le cœur du fœtus avant de pouvoir avorter. Et puis, c'est même, et ça c'est quand même un point très important, puisque ceux que nous appelons antidroits s'appellent eux pro-vie. Alors pro-vie, quand la femme meurt, déjà va falloir m'expliquer, puisqu'il y a une femme qui meurt toutes les 9 minutes d'un avortement non sécurisé. C'est pas ce que j'appelle être pro-vie, au contraire. Mais surtout, il y a une étude très intéressante qui est parue au Texas, suite à la quasi-interdiction de l'avortement au Texas. Donc, vous savez, c'est la Cour suprême qui avait pris une décision qui permettait aux États de décider s'ils gardaient l'avortement ou non. Alors, non seulement vous avez des femmes états-uniennes qui meurent, ça y est, d'avortements non sécurisés, de refus de faire des avortements. Parfois, ils attendent que le cœur du fœtus arrête de battre pour pouvoir faire déclencher, en fait, l'expulsion du fœtus. Lorsque, y compris, la vie de la mère est en danger, vous avez des femmes qui font des septicémies et qui meurent de ces avortements non sécurisés. Mais surtout, ça a un impact très fort sur la mortalité infantile. Et du coup, c'est intéressant puisque Meloni ne parle que de politique nataliste. Exactement le même sketch que nous font les députés du Rassemblement national pour nous expliquer comment ils sauveraient le système des retraites en s'attaquant aux droits des femmes à disposer de leur corps, bref, en voulant absolument s'occuper de nos utérus. Eh bien, quand cette étude au Texas, elle montre qu'en 1 an, avec une quasi-interdiction, une restriction très forte de l'avortement, vous avez une augmentation de 13% de la mortalité des bébés de moins d'1 an, et vous avez surtout une augmentation de 23%, donc dans ces décès, des bébés morts avant 1 an du fait de malformations congénitales, qui est typiquement un cas dans lequel il pouvait y avoir des avortements thérapeutiques lorsque le bébé n'était pas viable, lorsque le fœtus n'était pas viable. Et donc, vous avez une augmentation de 23% des morts de bébés d'1 an pour malformation congénitale, quand dans le reste du pays, aux États-Unis, ils ont baissé de 3%.
Voilà ce qu'on appelle les pro-vie, qui sont en fait des anti-droits, des anti-choix, et qui ne respectent pas le fait que l'avortement est un droit fondamental humain. Voilà le projet politique du Rassemblement national. Et je vais vous dire que pendant leur niche parlementaire, ils se sont ridiculisés à parler pendant 5 heures d'un texte dans lequel il n'y avait rien, qui n'abrogera pas la réforme de la retraite, et de toute façon, ils ne souhaitent pas le faire, et qui n'abrogera pas non plus la réforme Touraine. Par contre, nous avons un rendez-vous à donner. C'est notre niche parlementaire le 28 novembre, puisque le 28 novembre, eh bien, nous discuterons non seulement de l'abrogation de la réforme des retraites, et avec elle, une véritable chance d'aboutir, puisque ensuite elle ira au Sénat le 23 janvier, puis reviendra à l'Assemblée le 6 février dans la niche des écologistes. Donc, ça sera le moment où nous pourrons véritablement abroger ce vol des 2 ans de vie volés par Macron aux Français. Mais nous discuterons aussi du libre-échange, ça sera en tout début de niche pour gagner une victoire, alors qu'on vient d'apprendre qu'il y aurait sur le territoire européen plus de 99 000 tonnes de viande de bœuf traitée avec des hormones cancérigènes et interdites en France, qui pourraient arriver par le biais de ces traités de libre-échange. Et puis, en 3e position, nous aurons la résolution destitution que Marine Le Pen, vous savez, avait empêché qu'on discute dans l'hémicycle. En votant contre, enfin en s'abstenant à la conférence des présidents, elle avait empêché qu'on discute de la destitution de Macron et de mettre Macron face à ses responsabilités avec l'ensemble des députés qui doivent se prononcer pour savoir s'ils sont pour ou contre la procédure pour engager la destitution du président de la République alors qu'il fait un déni démocratique jamais vu dans ce pays. Eh bien, alors elle voulait pas que ça arrive dans l'hémicycle, notamment parce que ces députés avaient voté contre en commission et que ça se voit beaucoup du coup qu'ils aident et qu'ils sauvent Macron et Barnier s'ils votent contre la destitution de Macron. Donc ça reviendra dans notre niche. Et puis, juste pour vous dire, après on aura beaucoup d'autres propositions de loi, mais nous avons notamment décidé d'intégrer une proposition de loi pour intégrer la notion de consentement dans la définition du viol et des agressions sexuelles, en gardant bien évidemment les 4 critères qui constituent le viol aujourd'hui, mais qui est une revendication féministe que Macron avait fait échouer au niveau européen. Et donc, je trouve ça important que nous ayons cette discussion et ce débat dans notre niche. Et juste pour terminer, puisque nous faisons les recommandations, je vous recommande, moi je suis en train de le lire, je n'ai pas encore terminé, mais j'ai corné beaucoup de pages tellement il est bien. Le livre de Clément Sénéchal, Pourquoi l'écologie perd toujours. Alors Clément Sénéchal a été porte-parole d'une grande ONG environnementale pendant longtemps, de Greenpeace, et dedans il fait une analyse de pourquoi est-ce que le fait d'avoir transformé l'écologie politique en quelque chose justement complètement d'apolitique, réservé à des classes plutôt bourgeoises, en la différenciant des autres luttes, et ce qui explique que l'écologie politique perd toujours. Et c'est une invitation à l'action pour toutes celles et ceux qui refusent de se résoudre à ce que le capitalisme nous envoie droit dans le mur. Donc c'est un essai profondément anticapitaliste. C'est un essai qui est assez piquant dans le style de Clément Sénéchal et qui est, je crois, très important à lire pour réfléchir à la manière dont nous pouvons préserver le seul écosystème compatible avec la vie humaine et l'ensemble des espèces. Bref, être à la hauteur du plus grand défi de notre siècle. Voilà, lisez-le, c'est très très intéressant. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ah non, j'ai oublié une petite demande d'aide. Nous sommes toujours sur l'initiative citoyenne européenne sur un droit à l'avortement accessible pour toutes et tous, gratuit pour toutes les femmes en Europe. Donc l'idée, c'est que lorsque un État interdit, un pays interdit l'avortement, il puisse y avoir la possibilité pour toutes les femmes de pouvoir avorter gratuitement et de manière sécurisée. Donc nous avons fait une initiative citoyenne européenne. Nous sommes à plus de 700 000 signatures. Ils nous en font 1 million. Ça prend un tout petit temps. On va vous mettre le lien en description. Donc voilà, signez l'initiative citoyenne européenne parce que nous pouvons gagner le fait d'avoir un droit nouveau en Europe qui serait là aussi une très grande défaite des antidroits, des anti-choix et de l'extrême droite. On continue le combat.